C'est-à-dire qu'on en est presque au point où il faut défendre le soldat Wall Street désormais. C'est votre tâche, Éric Lafrenière. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant Action US chez Richelieu Gestion. Évidemment, les marchés américains restent des marchés d'importance mondiale et sans doute les premiers du monde. Il n'y a pas de débat de ce point de vue-là. Comment vous regardez quand même justement la situation des marchés américains entre des taux qui sont proches de revenir sur les taux longs et les taux courts sur les sommets qui ont pu être atteints. On franchit des sommets sur les taux courts. On n'est pas loin de revenir vers les 4,25, 4,30 qu'on a pu voir sur les taux longs américains à 10 ans. Et la situation des indices actions qui semble avoir enclenché une logique de consolidation depuis quelques semaines. Oui, tout à fait. En fait, je regardais le taux 10 ans quand on était revenu sur ces niveaux-là. C'était tout début, vers la mi-novembre. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait connu dans la foulée un beau rebond, que ce soit sur le S&P un peu moins de 9%, le Nasdaq autour des 11% de rebond. Aujourd'hui, on est sur ces mêmes niveaux de taux, mais je dirais que la partie macro est peut-être un peu plus claire qu'on avait à cette époque. On est passé de scénario de hard landing à soft landing à no landing, donc plus personne sait vraiment où on va terminer. Mais voilà un petit peu l'idée. On a quand même une économie américaine qui est résiliente, encore sans doute trop, notamment l'emploi, qui a besoin de se détériorer un peu. On l'a vu encore hier avec Kashkari qui a parlé, qui a indiqué que le niveau de croissance des salaires aux États-Unis n'était pas compatible avec une cible d'inflation à 2%. Ce qui change un petit peu la donne, c'est que justement depuis la dernière réunion de la Fed, où on a eu nos 25 points de base, la Fed avait plus ou moins guidé sur une hausse de 25 points de base pour la réunion de mars. Ouais. Les données macroéconomiques sont bonnes, sont voire très bonnes. Et maintenant, on a un petit peu cette idée qui revient d'une potentielle hausse de 50 points de base sur le marché. Réunion, donc on a des éléments importants à venir d'ici là. On a un chiffre de l'emploi la semaine prochaine qui sera très suivi et on a le CPI du 14 mars qui devrait un petit peu nous donner une idée pour la suite. Nous, à ce stade, on privilégie encore une réunion de 25 points de base et de 25 points de base à la prochaine réunion. Ouais. Donc, ce qui devrait nous ramener dans une taux terminaux autour des 5,50, 5,40, 5,50, ce qui price un petit peu le marché. Donc je dirais que le pire est sans doute derrière nous. Le marché évolue dans un range 3008, 4002. On est dans ce range-là. On est plutôt dans la partie basse aujourd'hui. On est à 3930 et des poussières. Donc pour moi, on n'est pas très loin d'un plancher pour amorcer un nouveau petit rebond. En tout cas, il y a des facteurs techniques, de positionnement qui peuvent justifier effectivement cette logique de range et l'idée que le retracement soit pas un retracement qui renverserait complètement l'idée d'une reprise ou d'un début de rebond. On l'a vu en janvier, le rebond qu'on a eu qui a été quand même relativement fort sur les valeurs qui ont été sensiblement délaissées l'année dernière, le trash rally qui a été fort, qui a permis aussi au Nasdaq de ressortir après une année un petit peu difficile, a été principalement poussé par les hedge funds, je dirais, et par l'argent qui venait du retail. Les investisseurs long only sont encore un petit peu toujours sur les sidelines, sur les lignes de la ligne de touche, attendent un petit peu pour revenir. On a des niveaux de cash qui restent importants, donc je pense que le risque d'une correction majeure est en tout cas amoindri par cette possibilité de revenir dans le marché. Nous, on considère effectivement que l'inflation est sans doute plus élevée qu'on l'anticipait en fin d'année dernière, mais que la tendance est quand même là. Et que ça va ralentir. On a des points importants qui tardent à le démontrer. L'immobilier encore, qui une résilience. Qui résiste. Ouais. Vous regardez le verre encore à moitié, encore un peu trop plein, c'est ça dans l'immobilier américain. Le CPE, le core CPI, le super core et autres. Donc on voit, a priori le logement va ralentir un petit peu, on le voit. Et puis l'emploi. L'emploi, on a un chiffre encore aujourd'hui, mais c'est un chiffre hebdomadaire, mais c'est toujours le marché reste très data dependent et notamment on voit les données macroéconomiques qui sortent, on voit l'impact sur les taux et on voit les actions derrière. Donc c'est très, pour le moment, il n'y a pas vraiment de surprise dans le comportement du marché. Nous, on pense qu'il faut rester exposé, il faut être. On parlait beaucoup du Nasdaq tout à l'heure. Les États-Unis, c'est pas vraiment le Nasdaq, c'est le S&P qui est le vrai indice américain, qui est beaucoup plus diversifié, 500 valeurs. Les secteurs sont effectivement bien représentés par la tech, avec un peu plus de 27%. Mais il n'y a pas que la tech aux États-Unis. Il y a de très belles boîtes. Et il y a des thématiques qui sont intéressantes. Nous, on aime bien. Vous savez, dans notre fonds, on a une poche croissance du dividende sur longue période qu'on associe à des multithématiques.
Les 3 thématiques qu'on aime bien aujourd'hui sont tout ce qui tourne autour des modes de transport de demain. Et là, on parle principalement, mais pas que, de l'électrique. Et on parle de la partie minerai, la partie recyclage de ces minerais, la partie constructeur automobile. Donc on a vraiment toute cette chaîne. Et c'est une thématique qui marche plutôt bien depuis le début de l'année. Il y a des volontés très fortes des constructeurs d'aller dans cette direction. Les États sont en appui de ce mouvement, donc ça, on aime bien. On continue sur la digitalisation, parce que même si l'année dernière a été une année difficile, le Covid avait sans doute accéléré un petit peu cette tendance. On fait une petite pause, mais si on se positionne sur des période beaucoup plus longue, 5-10 prochaines années, c'est des secteurs sur lesquels il faut être présent. On a vu Salesforce hier, je crois, une publication saluée par le marché, effectivement, pour un titre qui a, comme le logiciel en général, qui a beaucoup souffert. Vous regardez Nvidia qui était en hausse de près de 60% depuis le début de l'année, il y a quelques jours encore. Donc, il y a des valeurs qui sont intéressantes. Après, il faut être sans doute beaucoup plus sélectif qu'on ne l'a été dans la phase de rebond Covid. Et puis, la dernière thématique qu'on aime bien dans cette poche, c'est tout ce qui tourne autour du reshoring, du friendshoring, du nearshoring, notamment à travers le Canada et le Mexique, qui sont aussi les partenaires un peu privilégiés des États-Unis. Tesla confirme une usine au Mexique, j'ai vu ça, je crois. Effectivement. C'est alors je rebondis sur l'idée du mode de transport de demain, parce que derrière ça, il y a l'idée électrique, bien sûr. L'IRA, qui fait couler beaucoup d'encre en Europe, mais aussi aux États-Unis. Est-ce que ça accroît encore effectivement votre appétit pour cette thématique? Est-ce que ça se reflète dans une stratégie action américaine telle que vous la menez? Tout à fait. On peut cette thématique, on l'a vu à travers les semi-conducteurs, on l'a vu même hier avec Eli Lilly, parce qu'il y avait déjà une volonté à travers sur la limitation du prix, la limitation des prix des médicaments. Donc ça peut se jouer sur plein de thématiques. Et bien entendu, c'est aussi des choses qu'on va regarder, analyser dans notre choix de valeurs. Mais je pense qu'on revient dans un régime, c'est vrai, on a connu 10 ans où la croissance et les marchés, et on pouvait acheter a priori n'importe quoi et gagner de l'argent. On reviendra, je pense, sur le marché américain, en tout cas, beaucoup plus dans un marché de stock picking, et où le poids, effectivement, des indices, ou en tout cas des trackers, des ETF, sera différent, parce qu'on a ces gros poids, ces gros mastodontes de la tech aux États-Unis, qui sont pour certaines de très belles boîtes, mais le potentiel de croissance à venir sera sans doute beaucoup moins important que ce qu'on a connu dans les 10 dernières années. Donc il faut aller chercher quelque part de la performance sous la vague, et il y a plein de choses à aller faire là. Votre fonds s'appelle Richelieu America ESG, Eric, destiné évidemment à une clientèle française, européenne. Oui. L'ESG, c'est important pour nous en Europe. Oui. Vous seriez aux États-Unis, il n'y aurait pas besoin de mettre ESG? Oui, sans doute, on l'a vu avant. Ce serait même peut-être contre-productif? Oui, dans certains États. Ouais. On l'a vu. Comment vous regardez? Non, mais c'est un sujet, c'est plus qu'une fracture à ce niveau-là. Oui. C'est une nouvelle ligne de sécession entre alors les deux partis politiques américains. Ça se joue au Congrès de manière très violente, oui. Et État par État, en fonction du biais politique de chaque État, et chez les investisseurs, avec des actionnaires qui disent il faut en faire plus, et des actionnaires qui disent arrêtez tout, vous êtes en train de gâcher toute la rentabilité financière que nous on vient chercher chez vous. Et parmi les corporates et les entreprises, je ne suis pas sûr que la majorité des corporates américains soient convaincus qu'il faille tout changer pour sauver la planète. Je pense qu'il y a plusieurs sujets sur ce débat, donc on en reparle, parce qu'effectivement, la Chambre des représentants, avant-hier, avait voté pour annuler, en tout cas remettre en cause une loi qui indiquait que les gestionnaires de fonds de pension devaient prendre en compte les critères ESG. Le Sénat, hier, a aussi adopté ça, avec l'aide de 2 démocrates quand même. Je crois que c'était le sénateur du Montana, qui est éligible à la réélection l'année prochaine, et un deuxième dont j'oublie l'État, mais donc avec quand même le soutien de certains démocrates. À ce stade, M. Biden a dit qu'il allait bien mettre son veto pour en première fois de son mandat. Ouais. Effectivement. Après, ce qu'on peut constater, c'est que je pense que les entreprises américaines jouent le jeu. On le voit. Mon fonds a été lancé il y a 3 ans. On applique une méthode européenne. On travaille avec un partenaire qui était franco-français européen, qui était Vigeo Eiris, qui appartient aujourd'hui à Moody's. Ouais. C'est un des partenaires qu'on a sur la partie ESG.
Et moi, je le vois à travers l'évolution du comportement et même des sociétés quand on parle avec eux, parce que je rencontre beaucoup de sociétés en direct américaines. On leur parlait de l'ESG il y a 3 ans. Voilà, c'était pas vraiment un sujet pour eux. On en parle aujourd'hui. On leur dit que c'est une contrainte pour nous en tant qu'investisseurs. Ils comprennent le sujet. Ils fournissent les informations qu'on demande. Il y a une réactivité qui est là. Après, bien entendu, c'est pas toutes les sociétés qui ont les moyens de mettre en place ces stratégies-là, mais ça va dans le bon sens. Même si ça prendra probablement un peu plus de temps qu'en Europe. Oui, parce que le débat, encore une fois, est violent au niveau politique. Donc, c'est la campagne contre le woke capitalism. C'est ce qui prévaut côté républicain. McConnell, DeSantis en Floride. On menace de boycotter les gestionnaires d'actifs, en tout cas de les priver de la gestion des pensions locales des différents États, si ces gestionnaires d'actifs se mettent à exclure des secteurs type énergie fossile ou autre. C'est un combat très violent qu'on ne retrouve pas du tout en Europe. En Europe, on a des débats, des discussions, il y a des critiques sur la manière de faire, mais tout le monde est orienté, investisseurs, entreprises, vers les mêmes sujets de transition et de verdissement de l'économie et de l'industrie. Oui, mais ça va avec le débat plus global qu'on a depuis l'arrivée de Trump à la présidence. On a vraiment une fracture qui est en train de se faire au sein de la population américaine. Et je pense que ce débat-là reflète un petit peu cette situation-là. C'est pour ça que là, on a les premiers candidats qui commencent à se déclarer aux primaires républicaines. On va avoir, je pense, quelques années très intéressantes pour voir quelle direction l'économie américaine et la société américaine va se diriger. Et probablement, on n'en parle pas suffisamment, mais je pense que l'héritage le plus fort, bon ou mauvais, de M. Trump dans sa présidence, c'est la façon dont il a réussi à rendre la Cour suprême américaine très conservatrice. Et on le voit de plus en plus de sujets importants. On l'a vu encore sur les prêts étudiants il y a quelques jours. Donc il y a des choses intéressantes à venir. Il y a eu une espèce de gros warning des gros asset managers américains, private equity, gestion d'actifs cotés, etc., en disant le débat, la polarisation du débat fait peser un risque financier désormais sur nos épaules. Ils prennent ça très au sérieux quand même, les BlackRock, etc. Ce sont des sociétés qui sont ouvertes sur le monde, donc qui ont peut-être un prisme centré sur les États-Unis, donc on voit comment le monde est évolué, comment la société évolue, et pour eux, ce reste des éléments qui sont essentiels. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Éric, d'avoir été avec nous pour ce focus sur le marché américain. Éric Lafrenière, gérant action US chez Richelieu Gestion. Et je le rappelle, Kevin Tauzet, qui nous accompagne également, membre du comité d'investissement de Carmignac. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.